Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Jacques Pécat et nous allons parler ensemble du mouvement Spirit de Nancy ainsi que de paranormal, bien entendu, de médiumnité. Monsieur Pécat, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Jacques Pécat, est-ce que vous pourriez nous présenter le cercle de Nancy, nous dire quand il s'est créé et comment il fonctionne? Eh bien, c'est une association spirit qui s'est créée en 1977 à Nancy à partir de quelqu'un qui était médium, qui s'appelle Michel Pantin, et qui a été un compagnon de travail à moi. On a donc commencé tous les deux, et puis par différents aléas, on est arrivé à Nancy, qui n'était pas notre région d'origine, et puis progressivement, eh bien, on a été amené à découvrir le spiritisme, surtout au travers de sa médiumnité, qui était quand même très particulière. Il était médium à incorporation, et puis il est devenu médium aussi par écriture automatique. Alors pour éclairer nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence et ce qu'est la médiumnité par incorporation et par écriture automatique? Bon, ce sont deux moyens, parmi d'autres, qui permettent de communiquer avec l'au-delà. Et la particularité de l'incorporation, c'est que en fait l'esprit qui désire se manifester, eh bien, va en quelque sorte prendre possession complètement du corps du médium. Ce qui fait que l'esprit du médium sera extériorisé, propulsé en dehors de lui-même, et que l'esprit qui souhaite se manifester, eh bien, va prendre sa place. Et puis on aura en face de nous, eh bien, quelqu'un d'autre. Une autre personne avec une autre voix, une autre façon de s'exprimer, parfois en langue étrangère, ou enfin avec différentes particularités, avec aussi une gestuelle. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est dans le corps du médium momentanément. Alors le phénomène de xénoglossie, on en entend parler assez souvent dans les émissions qui traitent du paranormal, c'est-à-dire c'est la faculté de parler une langue que l'on ne connaît pas. Est-ce que vous pourriez nous en parler? La xénoglossie, c'est la particularité pour un médium de s'exprimer en langues étrangères. Alors ça peut se passer au travers de l'incorporation, mais aussi de l'écriture automatique ou autres phénomènes, où en fait des esprits se font reconnaître dans la langue qui était la leur, dans leur dernière vie. Alors beaucoup d'études ont été faites là-dessus, dans un passé assez lointain d'ailleurs, où des médiums ont obtenu des messages dans des langues complètement ignorées, des langues très lointaines. Au début du XXe siècle, par exemple, des médiums obtenaient des messages en chinois, en lituanien, en hongrois, et voire parfois dans des langues mortes, en quelque sorte, où des chercheurs ont été obligés d'entreprendre des recherches très approfondies pour retrouver le sens des messages. Alors si l'on considère que l'être humain est une série de réincarnations, alors pourquoi l'entité en question emploierait la dernière langue et pourquoi pas une autre langue connue ou apprise dans une vie antérieure? Pas forcément la dernière vie, non, ça peut être une langue d'une autre vie antérieure, mais ça c'est en fait pour la preuve, c'est pour apporter quelque chose. Mais de façon générale et de façon courante, quelqu'un par exemple qui se manifeste aujourd'hui dans un cercle spirit et qui n'a jamais parlé français dans ses vies antérieures, va malgré tout s'exprimer en français, avec un léger accent, pour la simple raison qu'il va utiliser les automatismes du médium, ces automatismes acquis dans son langage, donc par facilité, l'esprit va utiliser l'automatisme linguistique du médium. Et puis ce sera aussi une plus grande facilité pour nous pour bien comprendre le message. Alors toujours pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous auriez des preuves à nous soumettre justement sur des cas d'incorporation par une entité qui ne peuvent pas être remis en cause? Est-ce qu'on a des preuves concrètes sur ce phénomène? Oui, des preuves, il y en a.
C'est-à-dire qu'il y en a dans toute l'histoire du spiritisme, et puis il y en a encore aujourd'hui dans notre association, où des esprits se font reconnaître. En fait, la preuve, ce sont des signes d'identité, des signes d'identification. Si une personne se manifeste que le médium n'a jamais connu, mais qui a été connu de quelqu'un de l'assistance, un parent ou ami décédé, et que cette personne le reconnaisse dans ses gestes, dans sa façon de s'exprimer, dans son langage, éventuellement dans son patois campagnard. À partir de là, il y a des signes d'identification qui font partie des preuves de la manifestation des esprits. Vous avez parlé en début d'émission de la médiumnité par écriture automatique. Alors comment cela se passe-t-il? Est-ce que vous pourriez donner quelques informations pour les auditeurs qui découvriraient ce genre de phénomène pour la première fois? Alors c'est donc un automatisme de la main où l'esprit qui se manifeste va utiliser non pas le corps tout entier du médium comme dans l'incorporation, mais uniquement la main, et puis va donc écrire avec un stylo dans une écriture rapide et saccadée en général. Et c'est ce qu'on appelle l'automatisme de la main. Et là aussi, il pourra donner des signes d'identification, parce qu'il est parfois arrivé que l'esprit reproduise sa propre écriture, celle qui était la sienne dans sa dernière vie, et sa propre signature. Et après, par comparaison, en comparant les documents, on arrive à authentifier des écritures et des signatures qui nous montrent bien que c'est l'esprit en question qui s'est manifesté. Comment se passe cette identification justement de la personne décédée qui écrit et qui apporte la preuve en justement apportant la signature exacte justement du temps de son vivant? On peut donc le faire par identification, comparer si on retrouve des documents écrits de la personne. Si c'est quelqu'un qu'on a connu décédé récemment dans la famille, en général il n'y a pas trop de problèmes et il y a des signes d'identification. Mais ces signes-là, on les retrouve aussi dans le propos des esprits, dans ce qu'ils ont à dire, dans des informations qu'ils peuvent donner. Des informations parfois inconnues du médium et inconnues des gens qui assistent à la séance, où après il faut vérifier des informations sur d'autres personnes de la famille, sur peut-être des secrets qu'ils ont gardés et que seulement certaines personnes connaissent. Alors parfois le résultat d'un message comme cela, ça nous oblige à faire une véritable enquête policière pour retrouver ce que l'esprit affirme. Alors en règle générale, comment se passent ces contacts avec les entités? Est-ce qu'il y a aussi une interférence entre les deux mondes? Par exemple, est-ce que les entités ont le droit de venir jouer entre guillemets le professeur à l'élève que nous sommes ici-bas? Est-ce qu'elles ont le droit vraiment d'intervenir dans notre vie au quotidien? Ah oui, non, les esprits ne sont pas là pour nous empêcher de grandir par nous-mêmes, mais pour peut-être améliorer notre état de conscience, et que les esprits ne sont pas des professeurs, sinon que l'essentiel de ce qu'apportent les esprits, c'est qu'ils décrivent l'autre monde, ils disent ce qui se passe après la mort, dans quel état on se retrouve, dans quel état on peut se retrouver, bien ou mal, ou troublé, ou perturbé, en fonction de la vie qu'on a vécue. Donc le rôle des esprits, c'est surtout d'apporter des informations sur ce qui se passe après, et de donner aussi quelques notions sur les grands problèmes métaphysiques, de nous apporter quand même beaucoup d'informations plus universelles qui nous permettent de mieux comprendre le monde, qui nous permettent aussi de mieux comprendre le sens de notre vie, parce que dans la mesure où on a compris ce qui se passe après la mort, dans la mesure où l'on sait que naturellement nous avons à évoluer au travers de diverses vies, donc de la réincarnation, on perçoit le monde différemment. Mais les esprits ne sont pas là pour nous dicter ce que nous avons à faire. Vous me disiez à l'instant que les esprits étaient là aussi pour nous informer sur la vie dans l'au-delà. Alors comment cela se passe-t-il de l'autre côté, entre guillemets ? Alors là, il faut se référer à toute l'histoire du spiritisme et ne pas parler uniquement d'aujourd'hui, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, nous dans le cercle Allan Kardec par exemple, c'est une continuité de tout ce qui a été donné depuis Allan Kardec essentiellement, c'est-à-dire les années 1850-60,
Et là, déjà, les grandes lignes ont été données par les esprits qui indiquent qu'il y a l'existence d'un créateur que l'on peut nommer Dieu, d'une puissance infinie, universelle, amoureuse et créatrice, etc. Alors je vous arrête un instant, c'est pas le Dieu de la religion catholique, le petit bonhomme barbu qui flotte dans les nuages. Non, qui n'est pas calqué sur le Dieu de la religion. Non, faut aller beaucoup plus loin pour essayer de trouver quelques attributs de Dieu, mais surtout ne pas essayer de le définir, parce qu'on n'y parviendrait pas, on risquerait de le réduire à un personnage. Dieu n'est pas un personnage. Alors ça, c'est une première notion qui avait été apportée par les esprits à l'époque. Ensuite, ils ont apporté la notion essentielle de réincarnation, c'est-à-dire de nécessité évolutive pour chacun d'entre nous, qui passe par plusieurs vies successives, non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres planètes habitées. Alors des planètes inférieures à la Terre et des planètes supérieures. Donc nous avons tout un cycle à accomplir, non seulement sur Terre, mais plus tard ailleurs, sur des mondes plus évolués, pour avancer, alors comme le disait Alan Kardec, intellectuellement et moralement, et pour en quelque sorte un jour très lointain pour nous, où nous atteindrons une forme de perfection dans la connaissance et dans l'amour. On entend souvent parler de chemin de vie. Alors quelle est la notion de chemin de vie? Que signifie le chemin? On effectue son chemin de vie. Quelle est la signification exacte? Le chemin de vie pour nous... si vous voulez, c'est un chemin en même temps individuel et collectif qui peut nous ramener d'une certaine façon au message chrétien, aimez-vous les uns les autres, et que en fait le spiritisme pourrait être la continuité du message chrétien, mais bien compris, uniquement l'essence du message chrétien, qui incite les hommes à apprendre à vivre ensemble avec cette notion d'amour, de partage, de compréhension, qui fait que le but de la vie, c'est déjà de se transformer soi-même d'un point de vue individuel, donc par la connaissance, par la réflexion, par le contact avec les autres, et puis c'est aussi de participer à l'évolution de notre planète, c'est-à-dire que chaque habitant de la Terre, à quelque niveau qu'il soit, est un participant à la vie de la planète. Et à partir de là, le but c'est d'essayer de transformer notre pauvre monde, d'agir dans la société comme on le peut pour essayer de transformer les choses, ce qui évidemment à notre niveau n'est pas évident. Alors une question qui peut sembler bête, alors pourquoi cette évolution semble absolument nécessaire et indispensable, à votre avis? Là on en arrive à la notion des plans divins en quelque sorte. Pourquoi l'infini, pourquoi la création, pourquoi Dieu a voulu cette loi naturelle de réincarnation où finalement on a tous été créés complètement ignorants à un moment donné et puis propulsés dans la nature, voués à une incarnation, à des incarnations successives comme ça pour se parfaire. Là, on arrive à la fin des fins. Pourquoi Dieu? Pourquoi sommes-nous là? Là, on ne peut pas avoir de vraies réponses. On s'attaque à un sujet trop difficile pour nous. On est obligé de constater que nous vivons, que nous sommes sur Terre, et que selon les esprits, il y a une perspective infinie dans la réincarnation. Mais pourquoi Dieu a voulu ça? Alors là, ils ne sauront pas répondre. Alors à votre avis, est-ce que la réincarnation a un cycle qui se termine ou cette réincarnation est éternelle? On va d'incarnation en désincarnation, en incarnation, etc., etc. C'est perpétuel. En fait, les esprits ont toujours expliqué, au XIXe siècle comme aujourd'hui, que en fait le cycle des incarnations a un but et que le but c'est cette perfection qui nous attend tous, que nous vivrons dans plusieurs vies, et puis au-delà de la Terre, en habitant d'autres mondes, etc., jusqu'au jour où nous n'aurons plus besoin de nous réincarner et que nous serons arrivés à la connaissance totale, à l'amour total, à une perfection qui nous fera en fait comprendre Dieu, comprendre le grand tout, et que dans cette perspective ultime, notre esprit pur n'aura donc plus besoin de se réincarner, mais malgré tout continuera à garder
son identité, continuera à créer, à aimer, à vivre avec d'autres esprits. Et là, c'est une perspective très lointaine que même les esprits n'essaient pas de nous définir et qu'ils ne pourraient pas d'ailleurs, parce que pour définir cet état de perfection et de pureté, il faudrait y être arrivé pour pouvoir en parler. Donc c'est une perspective qu'on peut expliquer d'une façon uniquement théorique, mais qu'on ne peut pas appréhender. Alors au fil du temps, est-ce qu'on a des grands noms comme le Christ par exemple, qui était certainement un médium vraiment accompli? Est-ce qu'on a des grands noms comme ça à citer qui auraient marqué le spiritisme au fil du temps finalement? Alors pour les spirites, c'est évident que Jésus était un grand médium, c'est certain, un grand esprit de surcroît, un esprit très évolué qui a très certainement accompli un cycle d'incarnation très nombreuse, qu'il a probablement aussi vécu sur des planètes plus évoluées que la nôtre, et qu'il est revenu sur Terre pour apporter un message, pour aider les hommes, comme d'autres esprits l'ont fait. D'ailleurs, il y a des phares de l'humanité qui passent par là comme ça de temps en temps à certaines périodes de l'histoire, et puis qui en fait dans sa grande évolution était aussi un grand médium. On dit même des fois le médium de Dieu, pourquoi pas, c'est-à-dire que dans cette sorte de transparence, il a su apporter le message essentiel aux hommes. Donc nous considérons que Jésus n'est pas Dieu, comme on le dit dans la religion catholique, mais qu'il est proche de cette perfection divine, et qu'à partir de là, il a su apporter le message essentiel aux humains. Comment le spiritisme explique le miracle? Par exemple, je pense à Jésus avec la multiplication des pains. Est-ce que maintenant on peut se diriger vers une piste scientifique comme la science quantique? Quelle est votre position sur le miracle, justement? Certains miracles de Jésus s'expliquent par la médiumnité, peuvent s'expliquer par le magnétisme, voire par l'hypnose ou par des solutions de ce genre, concernant les guérisons par exemple. Quant à la multiplication des pains, peut-être qu'on trouverait une explication en rapport avec la médiumnité, peut-être aussi qu'il s'agit d'une légende ou d'un symbole, tout simplement. Moi je verrais plutôt cela comme un symbole de partage de l'idée. Est-ce que réellement il y a eu sur le plan physique une multiplication des pains et des poissons? Ça, j'en suis pas convaincu. Je pense que ça fait plutôt partie des symboles et de toute la symbolique qu'on a retrouvée autour de Jésus dans ce qui a été dit à son propos. Mais que pour l'essentiel des miracles concernant des guérisons ou des faits tout à fait particuliers, on peut rapporter ça à l'expérience spirit, parce que ça correspond à des expériences médiumniques bien connues. Et donc c'est Allan Kardec d'ailleurs qui avait beaucoup écrit là-dessus, notamment dans l'Évangile selon le spiritisme, où dans ce livre, il explique à la lumière du spiritisme comment on peut comprendre tel ou tel miracle de Jésus. Alors pour en terminer avec le Christ, que pensez-vous de la dématérialisation du corps de Jésus dans son tombeau? Est-ce que ça peut être expliqué par la science? Qu'en pense le spiritisme? Qu'en pensent les spirites? Ça pourrait l'être, mais je crois qu'en fait les choses sont peut-être beaucoup plus simples et que probablement que quelqu'un a retiré le corps et puis l'a récupéré, puis après on a créé toute une légende autour de ça, mais je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose de miraculeux, que son corps ait réellement disparu de façon surnaturelle. Moi, à mon avis, son corps a disparu de façon naturelle. Jacques Pécat, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause, et puis nous continuerons ensemble avec vous de parler du spiritisme. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jacques Pécat. Nous parlons de spiritisme et du monde des esprits. Pour continuer dans les grands noms, justement, de la médiumnité tels que le Christ, est-ce qu'il y a, justement, mis à part Jésus, d'autres personnages qui ont marqué le spiritisme dans le temps ? Ah oui. Bon, il y a eu beaucoup de médiums dans l'histoire, enfin connus et inconnus. Alors parmi les connus, eh bien, on peut citer des gens comme Edgar Cayce, comme le curé d'Ars, le Padre Pio, qui se sont retrouvés d'ailleurs dans une ambiance qui n'était pas forcément spirite, religieuse et tout, mais qui, de par les faits qu'ils ont provoqués, étaient de grands médiums. Et puis après, bon, tout cela a été interprété de façon plus ou moins religieuse. Et puis bon, il y a aussi... On a vu pas mal de grands médiums en Amérique du Sud, là où le spiritisme s'est beaucoup développé depuis la fin du 19e siècle, avec par exemple Chico Xavier, qui est décédé récemment, qui a pratiquement traversé tout le siècle en tant que médium à écriture automatique, qui a produit des choses tout à fait intéressantes, des romans, des poésies, des explications scientifiques, des choses tout à fait intéressantes. Alors ça, c'est un petit peu la médiumnité contemporaine, avec au Brésil, des gens comme Gasparetto, peintre médium, qui a reçu pas mal de nos grands peintres, où là, on identifie tout à fait le style du peintre et qui obtient un tableau en quelques minutes, d'une façon complètement automatique. Alors, quelles sont les preuves que ces personnages auraient reçues de l'au-delà ? Je pense aussi à Bernadette Soubirous. Est-ce qu'il y aurait des personnages qui auraient eu des interférences, des communications avec l'au-delà, comme Bernadette à Lourdes ? Oui, je surprendrais en revenant à Chico Xavier avec l'accent, donc grand médium brésilien, qui, au niveau de la preuve, s'est trouvé confronté à pas mal de choses. Et à une époque, je crois que c'est dans les années 30 ou 40, il a reçu toute une œuvre littéraire qui provenait d'un Brésilien récemment décédé et connu, Humberto de Campo. Et là, il a reçu toute une œuvre littéraire qui ressemblait terriblement au personnage Humberto de Campo de son vivant. Et bon, c'était tellement saisissant de similitude et de style que la famille a intenté un procès à ce médium, Chico Xavier, pour récupérer les droits d'auteur. Parce que tous les textes qu'il obtenait étaient bien sûr édités dans les milieux spirites. Et c'était tellement saisissant de ressemblance que la famille a tenté un procès donc pour récupérer les droits d'auteur posthumes. Alors évidemment, la législation brésilienne, devant ce fait, était bien embêtée, parce qu'il n'y a rien de prévu dans la loi, quand ce sont les morts qui écrivent. Donc à partir de là, la famille a été déboutée, et puis ça s'est arrêté là. Et puis ensuite, Chico Xavier a reçu encore d'autres textes de ce personnage, et puis par précaution, il a signé Frère X. Mais c'était toujours Humberto de Campo qui se manifestait. Là, ça fait partie des preuves tout à fait saisissantes qui ont pu être obtenues au Brésil. Alors, un autre personnage très connu, c'est Allan Kardec. Alors, qui était-il ? Alors, qui était Allan Kardec ? Alors là, il faut faire toute une conférence là-dessus. Je vais résumer. C'était donc un pédagogue, instituteur, linguiste du 19e siècle, né en 1804, mort en 1869, qui, jusqu'à l'âge de 50 ans, s'est beaucoup intéressé à la pédagogie, et il avait été à l'école de Pestalozzi en Suisse, disciple de Jean-Jacques Rousseau, où il avait beaucoup appris, et où lui-même, donc Allan Kardec, est devenu un novateur en pédagogie, qui au XIXe siècle a sorti des traités d'orthographe, d'arithmétique, etc., dans une nouvelle forme pédagogique qui n'était pas encore développée. À l'époque, il ne s'appelait pas Kardec, il s'appelait Hippolyte Rivail. Et il est devenu Allan Kardec seulement à l'âge de 50 ans, où il a commencé à s'intéresser au phénomène des tables tournantes, dont on parlait beaucoup à Paris. Il est devenu Allan Kardec pour la simple raison qu'un esprit, un jour, en séance, est venu lui indiquer qu'au temps des Gaules, il était druide et portait pour nom Allan Kardec. Ce qui fait que, à partir du moment où il s'est intéressé au spiritisme et
il a décidé de s'y intéresser jusqu'au bout. Eh bien, il a signé ses ouvrages Allan Kardec, alors que ses premiers ouvrages pédagogiques étaient signés Hippolyte Rivail. Et puis là, eh bien, il a passé donc les 15 dernières années de sa vie à étudier toutes ces manifestations des décédés, essentiellement des messages reçus en écriture automatique, qui étaient reçus par différents médiums de Paris et de France. Et il s'est rendu compte surtout qu'il y avait des similitudes dans les messages qui étaient reçus. Alors pour pousser sa recherche, il a donné des listes de questions à chaque médium, mais des questions fondamentales, hein, des grandes questions métaphysiques et philosophiques, où il a distribué des listes à différents médiums qui ne se connaissaient pas entre eux. Et puis il a dit, allez, que vos esprits répondent à ces questions-là. Et ensuite, quand il a récolté toutes les séances spirites, tous les messages, donc, réponses à ces questions, eh bien, il s'est rendu compte que globalement, les réponses concordaient. C'est-à-dire que toutes les questions sur Dieu donnaient à peu près la même réponse, toutes les questions sur l'éventualité de la réincarnation donnaient la même réponse positive, sur la pluralité des mondes habités, même chose, sur la structure du double, qu'il a appelé plus tard le périsprit, c'est-à-dire le corps astral ou le corps éthérique, etc. Bon, il a obtenu le même type de réponse et de définition. Donc à partir de là, il s'est dit, il y a quelque chose de cohérent dans cet au-delà qui se manifeste, puisque quel que soit le médium, quels que soient les esprits, on dit sensiblement les mêmes choses. Donc il a étudié à fond ce sujet, et puis il a réuni toutes les questions, toutes les réponses concordantes, et puis il en a fait son premier livre, le livre des esprits, qui est en fait question-réponse, question d'Allan Kardec, réponse des esprits, qui est en fait la base essentielle du spiritisme, où là il y a quand même toutes les grandes questions métaphysiques qui sont posées. Alors toujours pour les personnes qui ne seraient pas averties, qui découvriraient le spiritisme pour la première fois, on en parle souvent, je le sais, quels sont les différents corps, mis à part le corps physique? Qu'y a-t-il après le corps physique? Non, bah pour nous, les choses sont très simples, hein. Il y a le corps physique, il y a l'esprit qui est la partie totalement immatérielle de nous-mêmes, qui représente notre personnalité avec nos qualités, nos défauts, nos sentiments, etc. Et puis entre les deux, il n'y a qu'un seul corps intermédiaire qu'Allan Kardec a baptisé le périsprit, périphérie de l'esprit. Et ce périsprit, en fait, est un organisme semi-matériel qui en fait est composé de cellules particulières d'ordre fluidique qui ne sont pas perceptibles et que la science n'a encore pas vraiment trouvé, à part peut-être les Kirlian qui avaient fait des expériences en Russie là-dessus. Mais bon, disons que c'est une structure fluidique qui est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Et cette structure fluidique, eh bien, est nécessaire pour établir le lien entre esprit et matière. Elle est nécessaire, par exemple, au moment où on se réincarne, où on revient à la vie physique. Ce lien est nécessaire aussi à la manifestation des esprits. Par exemple, quand il y a l'apparition d'un esprit, vous parliez de Bernadette Soubirous tout à l'heure, bon, l'apparition de la Vierge ou de quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, eh bien, c'est en fait l'esprit qui va donner une certaine densité à son périsprit. Il va utiliser la matière environnante pour que son périsprit devienne plus dense et devienne visible aux yeux des vivants, de ceux qui vivent dans le monde physique. Alors quand on fait une NDE ou une OBE, une sortie de corps en quelque sorte, comment ça se passe-t-il exactement? Comment on arrive à s'extérioriser de ce corps physique? L'extériorisation du corps, en fait, elle se passe d'une façon naturelle sans qu'on le sache. Alors bon, dans les NDE, évidemment, c'est frappant parce que c'est conscient, mais au niveau inconscient, nous tous humains, nous décorporons de temps à autre, en particulier pendant notre sommeil. Alors bon, ça c'est une notion qui est assez mal connue, mais qui a toujours été affirmée, enseignée par les esprits, qui dit que par nécessité physiologique, notre esprit a besoin de temps en temps de s'évader du corps physique. Et ce qui se passe pendant notre sommeil,
où pendant quelques épisodes de la nuit, eh bien, de temps en temps, on se détache de notre corps. Alors pour une durée qui peut varier de 1 heure à 2 heures en tout, en plusieurs étapes, ou par moment dans notre sommeil, on s'évade du corps. Et qu'à ce moment-là, il y a même cette possibilité d'entrer en contact avec des esprits. Et puis en général, on ne s'en rappelle pas. Ou même si ça revient et qu'on a un vague souvenir au réveil, ce sera toujours parasité par d'autres rêves, par d'autres fantasmagories, ce qui fait que ça ne donne pas lieu à énormément de souvenirs. Mais toujours est-il que c'est un phénomène naturel. On a besoin de temps en temps de s'évader du corps. Alors ça se passe de façon totalement inconsciente au niveau du sommeil, et puis ça peut se passer de façon plus consciente dans un dégagement astral, comme on dit, ou alors dans une NDE. Alors pour que cette décorporation puisse se faire, est-ce qu'il y a différents stades ? Moi je ne pense pas. Je pense que déjà à l'état spontané et inconscient, ça se passe pendant le sommeil. Et puis si c'est dans une NDE, le processus on le connaît bien sûr puisque suffisamment de gens l'ont décrit. Alors là oui, il y a quelques étapes de la NDE où en général la personne se trouve propulsée dans une sorte de tourbillon, puis tout d'un coup rentre dans un tunnel et puis avance dans ce tunnel. Ce tunnel qui est d'ailleurs la représentation générale de l'arrivée dans l'au-delà en quelque sorte, puisque certains médiums qui se sont retrouvés en incorporation par exemple, pendant ce temps comme leur corps leur esprit est expulsé, se retrouvent dans un processus identique, et certains médiums ont décrit aussi ce tunnel et puis l'arrivée dans l'au-delà qui est très courte, où un esprit leur signifie qu'il faut revenir tout de suite. Alors on a vu dans certains cas des médiums vivre ce phénomène pendant une séance d'incorporation, alors que leur corps était habité par un autre esprit. Alors parlons 2 minutes de ce tunnel. Est-ce que ce tunnel justement serait pas la différence de vibration entre le plan physique et ce plan supérieur qui vibre à des vibrations beaucoup plus rapides que nos vibrations qui sont très lourdes ? Je pense que c'est en tout cas une représentation universelle, puis on le sait maintenant avec tous les témoignages de NDE venant du monde entier. C'est une représentation universelle. À quoi correspond-elle ? Ça, ce serait assez difficile à dire, puisqu'on est déjà dans une autre dimension dont on ne connaît pas encore tous les attributs. Alors, il y a bien quelque chose pas de physique, mais de semi-physique malgré tout qui se passe. C'est pas, il y a quelque chose de réel. C'est une réalité. C'est un petit peu comme la réalité du périsprit ou corps éthérique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Nous ne le savons pas très bien. Donc il est assez difficile de faire des corrélations entre le monde physique et le monde spirituel et le monde fluidique du périsprit ou du tunnel, etc. Là, j'avoue que je n'ai pas de réponse très précise à donner. Alors une question de Dominique qui habite Sainte-Maxime sur la Côte d'Azur dans le Var. Elle nous demande par mail interposé à quoi attribue-t-on le rêve ? Le rêve, il y a plusieurs sortes de rêves. De façon générale, on pourra en revenir aux explications des psychologues et psychanalystes. Et il y a des rêves notamment de type freudien ou autre, où finalement le rêve c'est la réalisation d'un désir, la réalisation de certains fantasmes qui sont complètement débridés, parce que là c'est l'inconscient qui peut donner libre cours à tous ces fantasmes. Ça c'est le rêve classique bien connu. Et puis ce qui nous intéresse davantage, nous en tant que spirit, c'est cette partie de rêve où nous sommes donc, comme je vous le disais tout à l'heure, extériorisés de notre corps, où nous pouvons éventuellement dans ces moments-là rencontrer l'au-delà, rencontrer des esprits, rencontrer son guide et puis recevoir quelques conseils, pourquoi pas. Alors cette partie de rêve est tout à fait intéressante. La grosse difficulté, c'est de faire la différence entre le rêve freudien, entre guillemets, et puis le rêve où vraiment on a fait une rencontre d'esprit dans l'au-delà et où on peut éventuellement ramener quelques informations, ce qui est beaucoup plus rare. Mais des personnes qui se souviennent bien de leurs rêves devraient travailler un petit peu là-dessus, tout noter le matin, et puis après
après ça revient quand on note, on note tous les rêves, et puis après essayer de voir, de réfléchir là-dessus, de décrypter, de voir si un rêve correspond à des choses qui vont se passer dans la journée qui suit ou dans les jours qui suivent. Ça c'est toute une étude qui peut être très intéressante pour essayer de faire la distinction entre le rêve qui correspond à nos fantasmes et puis le rêve qui peut correspondre de temps à autre avec autre chose, avec une télépathie qui va beaucoup plus loin. Est-ce que Jung serait plus proche de la vérité que Freud ? Oui, d'autant que Jung était quand même très ouvert à l'esprit, était ouvert aux facultés de l'esprit, et puis c'est ce qui a fait d'ailleurs un peu sa brouille avec Freud, et que dans Jung il y a des choses tout à fait intéressantes, qu'on n'a pas encore très bien étudiées jusque-là, on est encore un peu perdu dans la symbolique universelle et dans les archétypes de Jung, mais je crois qu'il y a certainement beaucoup de choses à découvrir et que c'est un auteur qu'il faudrait étudier et que personnellement je devrais réétudier pour y voir un peu plus clair, mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué quand même. Une autre auditrice, Cécile de Toulouse, nous glisse un message, une question et nous demande « Est-ce que le rêve se forme dans le cerveau ou dans l'esprit ?» Non, le rêve se forme dans l'esprit. Qu'il passe par le cerveau, mais nous on part du principe, si vous voulez, et là dans un principe éminemment spiritualiste, que tout ce qui correspond au domaine de la réflexion, de l'idée, a son point de départ dans l'esprit. Le point de départ de tout, c'est l'esprit. Et après, le cerveau est un transmetteur physique. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, un livre est paru, La Divine Connexion, donc paru au Jardin des Livres pour ceux qui seraient intéressés. Et c'est un livre qui a été écrit par le docteur Melvin Morse qui nous dit que finalement la connexion entre l'au-delà et le monde physique passe par le lobe temporal droit. Est-ce que ça correspond un petit peu à ce que vous savez, à ce que vous ressentez chez vous dans le monde du spiritisme? Je n'ai jamais entendu parler de ça, alors il y a peut-être une idée intéressante à chercher de ce côté-là, mais j'avoue que c'est un sujet que je méconnais complètement. Eh bien, Jacques Pécat, on marque une pause, on se retrouve juste après pour parler ensemble de l'esprit et de l'esprit créateur plus exactement. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, info, interview et détente. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jacques Pécat. Nous parlons de spiritisme et du monde des esprits. Il paraît également que, d'après certaines traditions ou certaines informations, que l'esprit serait créateur quand il se trouve libéré de son corps physique, quand il se trouve dans l'au-delà. Il suffit de penser à un paysage, à une maison, à un château, pour justement se créer devant nous des paysages magnifiques, des châteaux en Espagne, etc. etc. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit peu la vie de l'au-delà. Qu'est-ce que l'au-delà? L'au-delà n'est pas un lieu, ne correspond à aucune géographie. L'au-delà n'existe que par les esprits qui continuent à vivre en dehors de la matière. C'est donc une autre dimension où les esprits projettent leurs propres pensées. Et la projection d'une pensée pourra donner naissance à des images, à des paysages, à une ambiance, à une musique, à des œuvres d'art, à toutes sortes de choses. Et en fait, ce que l'esprit projette, peut être partagé, et les esprits entre eux, partagent des images et des projections de toutes sortes, ce qui donne à cet au-delà une certaine réalité. Alors justement, ces créations de l'esprit qui se trouvent dans l'au-delà, est-ce que c'est un rapport avec les dossiers akashiques qu'on entend parler très très souvent dans la médiumnité? Et est-ce que c'est un rapport aussi avec les champs morphiques, c'est-à-dire les recherches justement de Jacqueline Bousquet et de certains scientifiques? Oui, ça fait un petit peu allusion à tout ce que
à tout ce qui a été emmagasiné par nous-mêmes, par tout le monde. Et que évidemment il existerait d'une façon imagée des archives de tout ce qui a existé dans l'histoire, pourquoi pas. C'est-à-dire que on retrouve cette notion-là sans employer ces termes-là, mais on retrouve cette notion en spiritisme par exemple lorsque un médium mis sous sommeil magnétique. Le sommeil magnétique, c'est une technique où le médium est magnétisé d'une certaine façon, se retrouve dans un état second, se retrouve légèrement décorporé et a une perception de certaines choses. Et donc le médium dans cet état de sommeil magnétique, peut aller à la rencontre de certains esprits, et ces esprits, s'ils le désirent, peuvent lui faire défiler devant lui certains épisodes de l'histoire d'une personne ou une histoire plus générale, et ainsi remonter dans le temps, et ainsi un médium dans cet état peut se retrouver devant des événements historiques ou autres, ou qui concernent simplement une personne. Et là, effectivement, c'est un voyage dans le temps, et le médium se retrouve comme s'il y était, se retrouve en situation, dans une période du Moyen-Âge ou autre, devant un événement précis. Il y a donc cette possibilité de redécouvrir les temps passés au travers de cette sorte de voyage en esprit, où là, on transcende la notion d'espace-temps. Alors, est-ce que certains points telluriques favoriseraient ces voyages? Oui, tout à fait. Et il y a, selon les connaissances qu'on a pu nous enseigner, il y a des endroits de tellurie beaucoup plus forts que d'autres, et notamment dans des régions granitiques que l'on va retrouver dans les Alpes, par exemple, en Bretagne, en Écosse, et notamment sur tous les hauts lieux celtiques. Sachant que les druides avaient déjà cette connaissance et qu'ils ont édifié leur menhir et leur dolmen sur des endroits telluriques bien particuliers, qui sont des points d'énergie qui peuvent apporter beaucoup, des points d'énergie sur lesquels on peut se recharger. Et sur ces points d'énergie, il y a une particularité, c'est qu'un médium en exercice aura beaucoup plus de facilité à communiquer avec les esprits, parce que il y aura ce point particulier qui correspond certainement à une sorte d'énergie fluidique, spirituelle, qui fait que certaines choses sont plus aisées à pratiquer sur ces points de tellurie, et dont tout le monde peut bénéficier d'ailleurs. Il y a même des gens qui habitent ces régions et qui ne s'en rendent pas compte, mais qui bénéficient d'une certaine énergie tellurique qui ne bénéficierait pas en plein Paris ou ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le chamanisme et le spiritisme? Le lien, on peut le voir d'un point de vue médical, thérapeutique, puisque je crois la spécialité des chamans, de façon générale, c'était surtout une façon de soigner. Alors on voit déjà une première similitude dans le sens où les bons chamans, à mon sens, étaient certainement des médiums, et pourquoi pas des médiums à incorporation, qui rentraient dans des transes particulières et qui se retrouvaient en contact avec des esprits pour obtenir certaines solutions de plantes ou autres, de façon à soigner et guérir. Alors on retrouve ces similitudes dans la mesure où, en ce qui nous concerne par exemple, il y a des esprits qui viennent nous visiter dans un sens thérapeutique et qui nous apportent des solutions. Alors solutions de plantes, définition de passes magnétiques précises à faire pour telle ou telle maladie, et puis aussi chirurgie psychique, ce que nous avons vécu dans notre cercle au travers d'un médium à incorporation. C'est-à-dire une forme de chirurgie à main nue telle qu'elle fut pratiquée un peu par les Philippins et les Brésiliens, qui fait que là, quelque chose de tout à fait particulier, où la matière traverse la matière, où il peut y avoir matérialisation du mal sous forme végétale, minérale ou autre, où donc là, on va retrouver tout à fait des similitudes, peut-être dans des traditions médicinales, qui ont été connus et sur lesquels les esprits de l'au-delà ont continué à travailler et sur lesquels ils nous donnent les résultats de leurs travaux. Alors quel est votre point de vue sur la médecine spirit? La médecine spirit peut prendre plusieurs formes. Moi je ne peux vous parler que de ce que nous avons reçu dans notre association. Donc les formes que je vous ai indiquées, soit la chirurgie, le magnétisme, on peut utiliser la radiesthésie pour des diagnostics, ainsi que la clairvoyance,
Et puis, l'hypnose, pourquoi pas, qui peut être utilisée aussi. Et où je voulais en venir, oui, ce qui est très important au niveau théorique dans la médecine spirit, entre guillemets, c'est qu'il y a une nouvelle définition de la maladie. Et les esprits ont toujours prétendu que la plupart des maladies sont dues à des états altérés de nos esprits. Et que toute maladie, en fait, a une origine psychique ou spirituelle, mettant à part, bien sûr, les virus, microbes et grandes épidémies qui sont indépendants de notre volonté. Mais la plupart des maux physiques que nous subissons sont liés à notre état d'esprit. Alors, il y a toujours une part génétique qui peut intervenir, mais de façon générale, l'état d'esprit de la personne compte pour beaucoup dans le développement, le déclenchement d'une maladie ou différentes pathologies qui s'aggravent assez rapidement parce que des personnes sont dépressives, des personnes sont suicidaires, etc. Bon, ça peut accélérer un processus physique, donc l'état d'esprit est quand même très important au niveau de la santé. Alors ça, c'est quand même le principe de base qui a toujours été donné par les esprits. Et puis que ces altérations de l'esprit vont provoquer des altérations sur le double, c'est-à-dire le périsprit, et qui vont se répercuter sur le corps physique. Donc le but des médecines spirituelles, des médecines spirites, c'est de faire un travail sur le périsprit. Quand on parle de magnétisme, par exemple, le magnétisme est une énergie particulière qui sort des mains du magnétiseur et puis qui va aller directement se fixer sur le périsprit, qui va aller rééquilibrer les cellules périspritales et par répercussion, ça va rééquilibrer les cellules physiques. Certaines maladies que nous avons dans notre vie présente, est-ce qu'on ne pourrait pas les expliquer non plus, pour certains cas, à les attribuer à des vies antérieures, si on se place sur le point de vue de la réincarnation? C'est-à-dire que dans des vies antérieures, et peut-être plus souvent dans la dernière, on a pu vivre un traumatisme très marquant, un traumatisme que l'on n'a pas résolu entre-temps. Dans la vie, dans l'au-delà, on s'est réincarné peut-être un peu trop vite, et puis sans avoir résolu ce traumatisme qui est resté enfoui dans notre inconscient, mais qui nous poursuit toujours. Le traumatisme d'une mort brutale, d'une mort criminelle, etc., qui a pu nous percuter gravement et qui est resté imprimé dans notre esprit et qui peut avoir des répercussions encore aujourd'hui. Et c'est ainsi que là on va plutôt parler de désordres mentaux, de désordres psychiques, qui bien souvent peuvent être en rapport avec un traumatisme dans une vie antérieure, traumatisme qui n'a pas été résolu, et puis que l'inconscient continue à véhiculer comme ça, et des gens sont très mal à l'aise dans leur vie parce que ce traumatisme est là toujours quelque part, qui ressurgit par moments, et puis qui a donc une implication dans la vie d'aujourd'hui. D'ailleurs, le professeur Ian Stevenson en parle largement dans ses livres que vous trouverez dans la bibliographie, dans la rubrique paranormale sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous allons parler de votre cercle, Jacques Pécat. Vous allez nous dire en quelques mots quels sont les ateliers, les travaux que vous effectuez en collaboration avec les esprits, quelles sont les informations concrètes, les preuves qu'ils vous apportent. Ah oui, alors là c'est un vaste sujet. Les activités, notre cercle d'abord. Donc les activités expérimentales et médiumniques sont de deux ordres. Il y a les activités médiumniques pures qui correspondent évidemment à des médiums bien développés, parce qu'on ne devient pas médium comme ça du jour au lendemain, mais nous avons dans notre groupe quelques médiums, mais très rares malgré tout, bien développés, qui sont fiables, disons, où on est sûr que ce sont réellement les esprits qui se manifestent et pas leur propre inconscient. Mais bon, tout ça c'est un cheminement, il faudrait expliquer le développement médiumnique. Donc ces médiums assurent des séances de façon plus ou moins régulière, mais donc reçoivent des esprits qui ont l'habitude de se manifester dans notre groupe, et essentiellement donc en écriture automatique et en incorporation, et nous avons en fait deux médiums de ce type qui travaillent régulièrement depuis respectivement 30 ans et 22 ans.
Alors ça, c'est en fait pour la communication directe avec les esprits qui permet d'obtenir des messages avec des conseils, des informations, etc. Mais au-delà de cela, il faut voir aussi que d'autres médiumnités se sont développées progressivement sur le conseil des esprits, des médiums guérisseurs, des médiums artistes, peintres, sculpteurs, poètes, musiciens, etc. Où là, ce sont des médiumnités beaucoup plus particulières où ces gens-là ne peuvent faire que ça, dans leur discipline. Un peintre, il est peintre et puis c'est tout. Et quand il peint de façon automatique, il ne sait pas qui est l'esprit qui vient, ni ce qu'il a voulu dire. Et que là, il faut un autre médium clairvoyant pour faire la traduction du tableau. Alors il y a des différentes activités donc diversifiées comme cela. Ainsi sur le plan médical où nous avons des cellules de soins magnétiques là où le cercle est représenté, c'est-à-dire Nancy, Paris, Besançon, Belfort, Montpellier et Toulouse, où il y a donc au moins un magnétiseur dans chacune de ces villes qui travaille selon des principes spirites et qui reçoit les gens qui veulent bien se faire soigner de cette façon gratuitement, quoi. Autrement, il y a des séances expérimentales. Alors là, ce sont pour les gens qui ne sont pas encore médiums, mais qui ont un potentiel pour le devenir. Potentiel détecté par les esprits en séance spirit. On travaille de cette façon-là. Et qui vont donc s'exercer, suivant les cas, à la clairvoyance, à l'écriture automatique, ou à une forme de soin, etc. Et donc ces médiums sont en apprentissage en quelque sorte, sachant que dans les premiers temps, c'est souvent leur inconscient qui se manifeste, donnant parfois l'apparence de quelque chose de médiumnique, mais c'est souvent l'inconscient qui se manifeste, et là, faut le laisser se manifester autant de temps qu'il faudra, jusqu'au jour où un esprit arrive réellement à passer. Alors quand vous dites potentiel pour un médium, quel est ce potentiel justement qu'il faut avoir ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut une sensibilité particulière que l'on a ou que l'on n'a pas. Si l'on a cette sensibilité, encore faut-il arriver à la canaliser. Est-ce que c'est une sensibilité à la clairvoyance, à l'écriture, à un art particulier ou à quelque chose de thérapeutique? Il faut arriver là à cerner les choses. Et comme nous avons quand même une longue expérience et puis que des esprits se manifestent régulièrement en séance, ce sont ces mêmes esprits qui viennent désigner les personnes qui ont telle ou telle capacité ou qui n'ont rien du tout. Donc tout le monde n'est pas médium. Tout le monde peut devenir spirit. Dans notre association, il y a 140 spirites aujourd'hui. Il y a un certain nombre de médiums. Il y a aussi des magnétiseurs. Là, c'est une propriété aussi particulière, mais eux qui ne sont pas médiums. Il peut y avoir des radiesthésistes, des gens qui peuvent avoir différentes facultés. Alors, en fait, il existe des facultés diverses et variées que tout le monde n'a pas forcément, mais qui peuvent aussi être l'objet d'un acquis dans des vies antérieures, qui peuvent aussi être l'objet de choses que l'on a décidées avant de se réincarner, que l'on a préparées avant de se réincarner. Un très bon médium, par exemple, c'est en général quelqu'un qui a décidé de le devenir avant de se réincarner et puis qui a subi tout un travail préparatoire pour déjà affiner cette sensibilité avant de revenir. Alors une question toute bête, vous avez un département médical, est-ce qu'on a fait des études justement sur les personnes qui sont médiums et celles qui ne le sont pas? Est-ce qu'il y a une différence au niveau du corps physique ou quelque chose qui pourrait dire que telle personne est vraiment médium et que ça peut se prouver? Non. Et il n'y en a pas. Je pense que physiquement, il n'y a pas grand-chose à observer. Toutes les études qu'on a pu faire, c'est avec des médecins, par exemple, de faire électroencéphalogramme, électrocardiogramme, prise du pouls, prise de la tension pendant la transe médiumnique, etc. Que ça nous permet d'aboutir à certaines conclusions d'ordre physiologique, voilà, où on observe le phénomène. Mais je ne pense pas qu'il y ait de particularité physique qui soit décelable, en tout cas aujourd'hui, dans l'état actuel de la science. Alors pour nos amis qui nous écoutent un peu partout dans le Grand Sud et un peu partout aussi en France et peut-être à Nancy dans votre région, s'ils veulent venir au cercle, est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce que vous préparez des ateliers, de l'information pour tous ces gens qui s'intéressent au spiritisme? Alors, on fait des conférences, j'en ai fait une hier à Paris, sur le thème « Qu'est-ce qu'un médium ?» Donc on fait des conférences régulières. Et à Nancy, bien sûr, Nancy, Paris, Besançon, Belfort. Et puis, je crois qu'on est écouté sur Toulouse.
c'est ça? Oui, oui, nous sommes écoutés à Toulouse, un peu partout dans le Grand Sud, entre Menton justement et Toulouse, 19 départements de notre région. Donc il y a un nouveau groupe qui se crée en ce moment à Toulouse, sous la responsabilité d'Étienne Berthaud et de Véronique Pilato. Et dans le Sud-Est? Et malheureusement, dans le Sud-Est, on n'a pas de correspondant. Si, quand même, enfin, le sud, donc Montpellier-Béziers. Hein. Donc une personne qui a un petit groupe aussi, c'est centré sur Béziers maintenant et qui fait des conférences tous les mois. Eh bien, Jacques Pécat, vous allez nous donner vos coordonnées, les coordonnées de votre cercle, afin que nos amis qui nous écoutent en ce moment sur Fréquence Évasion puissent vous joindre et obtenir des renseignements. Oui, alors je laisse mon numéro de téléphone. Hein, donc là, c'est région parisienne. Hein, c'est 01 47 49 56 18. Alors, est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont été édités justement par le Cercle Spirit ? Alors, il y a déjà le journal Spirit, quand même, que je peux conseiller à tout le monde et qu'on trouve dans certaines librairies de France, mais on n'est quand même pas très bien diffusé parce qu'on se débrouille par nous-mêmes. Revue trimestrielle, le journal Spirit, où on aborde des dossiers différents à chaque fois. Et puis, il y a 4 livres. Il y a Un Spirit témoigne les esprits et les hommes d'Igor Manouchian. Je vous le donne dans les ordres de parution. Ensuite, il y a À la rencontre des esprits, que j'ai moi-même écrit. Ça, c'est l'histoire du cercle, avec tous les événements les plus marquants qu'on a pu vivre depuis 1974. Il y a La délivrance des mondes, d'Olivier Fauvel, qui là, c'est un petit peu l'histoire de tous les esprits dans le trouble et les mauvais esprits que l'on a pu délivrer de leur torpeur dans le cadre des séances spirites. Et il y a enfin, qui vient de sortir, le nouveau livre des esprits de Karine Châtaignier. Alors justement, avant de terminer, quelques conseils à donner aux auditeurs qui voudraient se lancer dans des séances de spiritisme un petit peu sauvages comme ça, sans avoir été préparés ou sans être encadrés par des médiums. Quels conseils leur donneriez-vous ? Oui, là on est obligé de mettre en garde effectivement, dans la mesure, et là bon c'est aussi un vaste sujet qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, mais il faut éviter de faire des séances hasardeuses comme ça, dans la mesure où si quelqu'un a une sensibilité, si quelqu'un a la capacité éventuellement de devenir médium, il risque forcément, comme tout le monde, de se retrouver en présence d'esprits troublés et surtout de mauvais esprits. Hein. Il y a des esprits mal intentionnés, comme il y a des hommes mal intentionnés, c'est les mêmes. Et que là, il y a de graves dangers. Il y a de graves dangers obsessionnels, en fait. Hein, que pour se débarrasser d'un mauvais esprit, alors là, bon, il faut être vraiment dans le cadre d'une structure qui saura y faire face. Hein, donc c'est pour ça nous déconseillons toujours toute forme de séance improvisée comme ça et hasardeuse chez des gens qui souvent veulent s'amuser ou se créer des frayeurs. Et bon, ça c'est fortement déconseillé. Nous on conseille plutôt aux gens de lire, de s'instruire, de connaître le spiritisme et puis après, éventuellement de se mettre en relation avec un groupe sérieux. Alors, sans rentrer dans la psychose, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ces problèmes de possession pour les gens qui ne seraient pas avertis et qui se lanceraient dans des séances de spiritisme un petit peu hasardeuses ? J'ai prononcé le mot obsession. Bon, c'est assez voisin, en fait, c'est-à-dire, ou possession, dans certains cas, oui, c'est en fait d'être sous l'emprise d'un esprit qui reste près de vous, qui ne veut plus partir, et puis qui va influencer la personne, qui va lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, et qui sera qui peut devenir complètement dépendante de cet esprit. On a vu parfois, des cas de pseudo-folie qui étaient en rapport avec l'obsession. Il y a quand même des dangers qu'il ne faut pas ignorer dans ce domaine. Il y a moyen de guérir, d'aider ces personnes qui sont en quelque sorte, entre guillemets, envoûtées ? La seule façon de la guérir à ce moment-là, c'est de délivrer l'esprit de son état. Et pour cela, alors ça c'est ce que nous avons fait beaucoup dans l'histoire de notre cercle, c'est de recevoir ces mauvais esprits par voie d'incorporation, de se retrouver face à eux pendant une demi-heure, 1 heure, voire plus, et par le dialogue, par la force de la pensée, par une force pensée combinée entre les bons esprits et les spirites, d'arriver à forcer cet esprit à aller vers son guide, à aller vers la lumière, à découvrir son véritable au-delà,
aussi dur que ce soit, parce qu'il faudra qu'ils se remettent en question et qu'ils se regardent en face. Donc ça, c'est une opération très difficile, hein, qui demande d'avoir une structure spirit avec des gens très avertis, bon, qui nous permet de délivrer ces esprits-là. Alors c'est le seul moyen, hein, mais bon, une personne à elle seule ou même un petit groupe qui n'est pas averti sera incapable de délivrer un esprit comme ça. Hein, et c'est la seule façon de se désobséder, entre guillemets. Donc nous aurons tous compris qu'il faut être prudent et ne pas pratiquer le spiritisme comme ça sans y être préparé. Est-ce que vous auriez un message à donner aux gens justement qui voudraient se lancer dans le spiritisme ou pratiquer justement cette communication avec les esprits ? Le message que je leur passe, c'est que avant de refuser quelque chose, il faut déjà l'étudier, hein, et qu'il faut savoir de quoi l'on parle en toute connaissance de cause. Donc, si l'on veut avoir une idée sur ce qui se dit de l'au-delà, eh bien, c'est le spiritisme qui est quand même la philosophie qui convient le mieux, puisque ce sont les esprits eux-mêmes qui s'expriment de là où ils viennent. Donc, il faut lire essentiellement, je crois, les ouvrages d'Alan Kardec, surtout le livre des esprits d'Alan Kardec, qui donne des bases essentielles. Parmi les bons écrivains de l'époque, il y a eu aussi après lui Léon Denis et Gabriel Delanne, Gustave Gelée. Et puis ensuite, je ne peux que conseiller bien les ouvrages que nous avons fait paraître, les livres dont je vous ai parlé, et puis le journal Spirit qui est notre organe de diffusion. Je fais un peu de pub, là j'en profite. Enfin, ça c'est le spiritisme actuel. C'est le spiritisme tel que nous le développons aujourd'hui. Et je pense qu'à partir de quelques lectures de tout ce qui a pu exister en ce domaine, eh bien chacun après pourra se faire une idée. Mais l'essentiel, c'est de se faire une idée en toute connaissance de cause. On ne peut pas rejeter une philosophie quelle qu'elle soit sans l'avoir avant étudiée. Eh bien, Jacques Pécat, merci pour ces renseignements sur le spiritisme, sur le cercle spirit. À très bientôt sur Fréquence Évasion avec un autre thème, la réincarnation ou un autre sujet, pourquoi pas. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.